Écoutez bien. La Russie se hasardait à attaquer l'OTAN. 3 scénarios. Scénario numéro 1, mise en œuvre de l'article 5. Le scénario, c'est que la Russie tente un coup contre un ou des pays baltes. Mise en œuvre d'article 5 de l'OTAN. Scénario 1, donc première hypothèse, la Russie s'arrête, l'OTAN est renforcée mais ébranlée. Deuxième scénario, les États-Unis refusent d'activer l'article 5. Et alors là, les deux hypothèses, les sous-hypothèses, c'est l'OTAN est en échec, les pays baltes sont de fait abandonnés. Troisième scénario, assistance des États-Unis, mais limitée, et la guerre repose sur les Européens. Les Ukrainiens actuellement se battent très bien pour nous. Alors il faut simplement qu'ils continuent à pouvoir durer un petit peu, le temps que nous arrivions à remonter en puissance, parce que comme le soulignait à l'instant M. l'ambassadeur, il faut que ça va coûter de l'argent et on n'en a plus beaucoup. Donc on ne pouvait pas prévoir que les Américains nous lâcheraient. Oui, parce que c'est cela la réalité. Nous avions confié notre sécurité aux Américains. C'était, il faut bien dire, ça ne coûtait pas cher et c'était assez sûr. D'un seul coup, le garde. Quand ils parlent de 3 scénarios d'attaque de la Russie, ils ne préviennent pas une guerre. Ils préparent les esprits à l'accepter. Ils savent que la Russie n'attaquera pas et n'a ni intérêt stratégique à le faire, ni la volonté d'ouvrir un front direct contre l'OTAN. Mais l'Occident, lui, a besoin d'un prétexte sacré pour justifier ce qu'il prépare depuis des années. Regardez bien le schéma depuis 2 ans. On fabrique la peur. On habitue les peuples à l'idée d'un ennemi qui s'apprête à les envahir. On répète sans cesse que Poutine menace l'Europe, qui refuse la paix, que ses prochaines cibles seraient les pays baltes. Mais ça, ce n'est pas de la prévention. C'est du conditionnement mental. L'histoire nous a déjà montré la méthode. Créer un incident, une explosion, une attaque inexpliquée et désigner le coupable avant même l'enquête. Mais c'est la recette du faux drapeau simple, efficace, vieille comme la guerre elle-même. Sachez que ce n'est pas celui qui commence la guerre qui a forcément tort. Ils veulent de ce conflit car leur système économique s'effondre. Leur population doute et leurs élites ont besoin d'un choc unificateur, d'un ennemi extérieur pour détourner la colère intérieure. Leur propagande ne vise plus la vérité mais l'émotion. Chaque reportage, chaque discours officiel, chaque exercice militaire, c'est une répétition générale. Ils conditionnent les Européens et le jour où quelque chose se produira, qu'ils l'aient provoqué ou laissé faire, les foules n'auront plus besoin de preuves. Elles auront déjà été programmées pour y croire. Il y a même un qui ose quand même dire que les Ukrainiens se battent très bien pour eux. Pendant que des millions d'Ukrainiens ont perdu la vie, désertent le front, fuient leur pays, ou sont même enrôlés de force. Il y en a même qui exigent la paix. Mais vous les entendez? Ces Ukrainiens se battent très bien pour nous. Incroyable. Notre homme déclare qu'il pourrait permettre à la Hongrie de Viktor Orban, pays membre à la fois de l'OTAN et de l'Union européenne, de continuer à acheter du pétrole russe, alors même qu'il exige que l'Union européenne et l'OTAN cessent immédiatement leurs achats de pétrole russe. Le même Donald Trump affirme que les discussions avec la Russie vont dans le bon sens et qu'une rencontre en Hongrie est possible, alors qu'il y a seulement 2 semaines, les médias français assuraient que cette rencontre n'aurait jamais lieu, expliquant que Donald Trump serait en colère contre Poutine et prêt à soutenir l'Ukraine avec des missiles Tomahawk. Petit constat ironique. Depuis que Washington a refusé de fournir ces fameux Tomahawk, malgré toute la propagande médiatique occidentale qui en parlait comme d'une arme décisive, ce sujet est devenu invisible. Plus aucun reportage, plus aucun débat. C'est comme si le refus américain n'avait jamais existé ou comme si le Tomahawk n'avait jamais été programmé pour l'Ukraine. Une fois de plus, cette volte-face met en lumière la fragilité des narratifs médiatiques occidentaux. Donald Trump, par ses déclarations, ses choix, ses retournements acrobatiques, expose cette contradiction flagrante et rappelle que derrière les grands discours, ce sont toujours les intérêts qui dictent l'action. Et ça, mesdames et messieurs, les médias français ne le comprennent toujours pas. Le Mali. Paris recommande aux Français de quitter temporairement le pays. Ils disent que remplacer la France par la Russie était une erreur, car elle serait incapable d'apporter la stabilité aux Maliens. Mais ces gens oublient trop vite que le président Assimi Goïta n'a pas hérité d'un État debout et fort, mais d'une coquille vide, un Mali rongé de l'intérieur, pillé de l'extérieur et miné par les terreaux sur plus de 70% de son territoire. Assimi a trouvé une armée sous-équipée à cause d'eux, des villes stratégiques comme Kidal, Tombouctou ou Menaka aux mains des groupes terreaux à cause d'eux, un système gangréné par des politiciens corrompus et des ONG infiltrés à cause d'eux. En à peine 4 ans, Assimi a accompli ce que la France, avec ses 5200 soldats et 10 ans de présence, n'a jamais su faire. Paris, malgré ses discours, ses menaces, n'a démantelé aucun groupe terreau durablement, n'a libéré aucune ville stratégique de manière pérenne et n'a jamais apporté la sécurité qu'elle promettait.
La vérité, c'est que la France pleure encore son empire perdu. Elle récolte aujourd'hui les fruits amers de sa propre ingérence, celle qu'elle a semée le jour où, aux côtés des Américains, elle a choisi d'éliminer Kadhafi, ouvrant la voie au chaos sahélien. Donc, dites-leur que personne ne reconstruit une armée en 4 ans quand elle était sabotée depuis 1960 par la France. Et le problème qu'ils ont avec la Russie, sérieusement, c'est qu'ils aillent le régler en Ukraine, dans le Donbass, là où, malgré une coalition de plus de 40 pays depuis avril 2022, ils sont incapables de reprendre le... Non seulement la Russie a de nouveau attaqué l'Ukraine avec une intensité foudroyante dans la nuit du 6 au 7 juillet, mais Mark Rutte lâche enfin une vérité que l'OTAN et les trolls du net tentent de camoufler. Il affirme que la Russie a produit autant de munitions en 3 mois que l'OTAN en 1 an. La Russie se reconstitue à un rythme et à une vitesse sans précédent dans l'histoire récente. Elle produit désormais 3 fois plus de munitions en 3 mois que l'ensemble de l'OTAN en 1 an. Il confirme que la Russie a une capacité de production militaire très largement supérieure à celle des pays occidentaux. Ce qu'on dit ici depuis 2023, il ne le reconnaît que maintenant. C'est une preuve que la propagande a fait son chemin avant de s'essouffler. L'Ukraine n'était pas membre de l'OTAN, mais l'OTAN était en Ukraine depuis 2014, ils ne l'expliqueront jamais. Et aujourd'hui, l'OTAN est technologiquement en retard, dépassée et stratégiquement lente. L'OTAN est désarmée face à un adversaire qui ne joue plus selon ses règles. Elle a épuisé 40% de ses capacités en Ukraine. Donald Trump refuse de livrer certaines armes stratégiques à l'Ukraine. Pendant ce temps, le président Emmanuel Macron appelle directement Poutine non plus pour exiger, mais pour supplier une paix, un cessez-le-feu. C'est fini les déclarations martiales et les exigences dans les médias. Le mythe d'un effondrement économique ou militaire russe annoncé par certains dirigeants européens s'effondre à son tour. Et si Mark Rutte dit tout haut ce que beaucoup savent tout bas, c'est peut-être parce qu'il sait que le temps joue désormais contre l'Occident. C'est un avertissement que lance l'OTAN et, malheureusement pour eux, ils ne peuvent pas se réarmer avant 2030. Et sans les États-Unis, c'est plié. Vous assistez ici à un désaveu des sanctions économiques imposées et de la prétendue érosion du complexe militaro-industriel russe. L'OTAN a passé plus de 20 ans à sous-estimer ou à mentir sur la résilience industrielle de la Russie. Les usines américaines et européennes doivent négocier des délais de 12 à 24 mois pour livrer des obus, pendant que celles des Russes tournent à plein régime. Continuons la propagande. La vérité viendra nous trouver ici où tout a commencé. Nous sommes patients. Moi, je l'ai toujours dit à la famille, je suis patient. Ça, c'est une nouvelle qui fera mal aux dirigeants européens. Donald Trump a levé certaines sanctions contre la Russie en autorisant les transactions liées au nucléaire civil avec 12 banques russes et leurs filiales jusqu'au 19 décembre 2025. Ça, c'est ce qu'on appelle une fissure dans le front anti-russe occidental parce que, depuis le début de la guerre en Ukraine, les États-Unis et l'Europe ont imposé des sanctions sévères à la Russie, y compris sur son secteur bancaire et énergétique. Mais là, Trump autorise des transactions avec 12 banques russes, dont plusieurs étaient sous sanctions uniquement pour le nucléaire civil. Les dirigeants européens et leurs trolls, à part hurler, on se demande bien s'ils oseront éternuer face à cette décision. Pendant que l'Europe serre la ceinture, paye plus cher son énergie et dépend de plus en plus des États-Unis pour son gaz, Trump montre que les intérêts américains passent d'abord, quitte à desserrer les taux sur la Russie. Cela affaiblit bien sûr la cohésion transatlantique et laisse l'Europe en mode on continue à se ruiner pour soutenir l'Ukraine, pendant que les Américains, notre fidèle allié, reprennent les affaires avec les Russes. Et bingo, la Russie ressort gagnante stratégiquement. Elle peut continuer de vendre son savoir-faire et ses matériaux nucléaires, un domaine où elle est encore très puissante via Rosatom. Elle regagne un canal financier légal pour faire rentrer des devises. En gros, Donald Trump prépare le terrain pour un reset avec Poutine, même au détriment de l'Europe. L'Europe se retrouve à payer les pots cassés de la guerre tout en étant marginalisée dans le jeu stratégique énergétique. Et je dis haut et fort, c'est bien fait. 18e paquet de sanctions, 29 000 sanctions appliquées. Ils ne retiennent toujours pas la leçon. Bruno Le Maire et le général Yakovlev ont prédit l'effondrement de l'économie russe. 3 ans plus tard, mesdames et messieurs, nous sommes toujours... J'avais bien raison hier. La visite du président Assimi Goïta au Tatarstan n'était pas anodine. Elle s'inscrit dans une dynamique de coopération stratégique élargie. L'entreprise Yadran Group, basée dans cette république russe, est la même entreprise qui participe à la construction de la raffinerie d'or au Mali. Mais ce n'est pas tout. Le président Assimi Goïta manifeste également un intérêt clair pour les hélicoptères de la série Mi. En février dernier, 2 hélicoptères de transport lourd Mi-26 avaient été aperçus survolant Bamako tandis que de nouveaux équipements militaires russes continuaient d'arriver sur le sol malien. Il faut comprendre qu'avec les hélicoptères Mi,
On parle de véritables machines de guerre. Prenons le Mi-17, version modernisée du Mi-8, un hélicoptère de transport polyvalent capable d'embarquer jusqu'à 24 soldats en tenue de combat. Il peut aussi être équipé de mitrailleuses lourdes, de lance-roquettes et de missiles. Encore plus impressionnant, le Mi-35M, version d'attaque du célèbre Mi-24, surnommé le char volant, blindé rapide jusqu'à 300 km/h, il est capable de pulvériser des colonnes de pick-up armées. C'est un redoutable appui aérien dans les combats contre les groupes terror. À cela s'ajoute l'intérêt pour les camions Kamaz, fabriqués toujours à Kazan. Ultra robustes, ces camions ont prouvé leur efficacité dans les environnements les plus extrêmes, notamment lors du rallye Dakar. Ils sont taillés pour les terrains difficiles du Sahel et le Tartastan, région riche en pétrole et en expertise technologique, offrira au Mali bien plus qu'un simple partenariat commercial. Avec la Russie, le Mali est déterminé à reprendre le contrôle de ses choix stratégiques. Très important.